Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Ça va bien, je vous ai sorti un peu du bocal. Hein, Ouais, mais c'était pas mal, c'est intéressant d'y être. bon, c'est bien d'y être. Alors, vous menez une espèce de guerre de tranchées à l'Assemblée nationale. On vous reproche, j'entends des gens, y compris dans les autres oppositions, qui vous reprochent d'avoir privatisé, c'est un mot horrible pour vous, d'avoir privatisé l'opposition à la réforme sur les retraites. Ouais, parce que ceux qui privatisent le pays, c'est plutôt ceux contre qui on s'oppose. Non, on joue notre rôle. Vous savez qu'on est fortement opposé à cette réforme. Ouais. On pense que c'est une déclaration de guerre à notre système de retraite. Et donc, à partir de là, en utilisant des moyens tout à fait légaux, je vous rassure. Ah non, je n'ai jamais dit que c'était illégal. Je sais bien, mais je rassure. Loin de moi cette idée. On fait en sorte que ce projet soit freiné, si possible bloqué, et si possible arrêté. Enfin, il y a l'esprit et la lettre, comme vous le savez. D'ailleurs, tiens, Philippe Martinez, dans La Croix de demain, dit sur la réforme des retraites, rien n'est encore joué. Il a raison. Et il dit des choses qui sont, honnêtement, j'ai beaucoup entendu Philippe Martinez là, au cours des 3 dernières semaines. Je l'ai entendu dire des choses qui étaient un peu baroques sur le plan économique, mais là, il dit des choses. Il dit que le problème, c'est que le gouvernement veut une gouvernance où l'État a son mot à dire. Les cotisations, c'est pas l'argent de l'État. Il est en train de parler d'étatisation du système des retraites. Je vous avoue que j'ai été surpris de le lire. Il a raison, c'est une étatisation. Vous savez que le système de retraite aujourd'hui, c'est pas étatisé. C'est une caisse de solidarité entre les travailleurs. Voilà, c'est ça qui a été mis en place. Ça remonte loin, vous savez, 1910, le premier système de retraite. Et paradoxalement, Jaurès l'appuyait d'ailleurs à l'époque, il avait raison. Rendez-vous compte que plus de 100 ans après, ceux qui nous gouvernent comptent revenir à l'âge légal qu'on avait atteint à ce moment-là, c'est-à-dire 65 ans, qui était véritablement, c'était juste un acquis, mais 65 ans, la plupart des gens ne l'atteignaient pas. Et voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement veut nous faire revenir plus de 100 ans en arrière, c'est peu dire. Mais étatisation, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est aujourd'hui une caisse de solidarité entre les travailleurs qui fonctionne. C'est-à-dire qu'elle permet d'avoir en gros les retraités les moins pauvres d'Europe en France. Les plus aisés. Il n'y a quasiment pas de déficit. Au moment où je vous parle, il n'y en a pas. Il y en aura un peu en 2027. Le corps dit lui-même qu'en 2040, ça aura été réglé. Et au lieu d'améliorer ce système plutôt dans une forme de progrès, on décide de le casser pour faire en sorte qu'en réalité, on décide de finances à l'avance en fonction de règles de déficit qu'on puisse avoir avec des règles budgétaires imaginées par Bruxelles, de ne pas alourdir ce qu'ils appellent le coût du travail, nous on appelle ça le prix du travail, y compris ce qu'on appelle le salaire différé, les cotisations. Et une fois que ça aurait été décidé à l'avance par les gouvernements, à partir de là, on va voir quelle retraite est possible, quel point... quelle sera la valeur du point. On inverse totalement le problème. Ce que vous me dites là, ça tombe sous le sens. Pourquoi vous ne... Pourquoi ça tombe sous le sens non, mais ça tombe sous le sens. Vous avez une argumentation économique là. Vous donnez... vous non, écoutez pas, alors. Mais si... J'ai fait ça tout le week-end. Mais vous parce passez... ça m'étonne de vous. Vous passez votre temps à faire de l'obstruction. Je ne sais même plus qui parlait de zadisme. Non, alors... Je vais vous dire. Ouais. Celui qui a parlé de zadisme, c'est un député qui nous a dit, de la majorité, qui a dit c'est du zadisme législatif. Moi, j'ai dit banco, parce que je veux bien, parce que si c'est le même résultat que Notre-Dame-des-Landes vis-à-vis de la réforme des retraites, ça me va très bien. Mais si vous nous écoutez ce week-end, alors, on l'assume. Donc, je vous le dis, voilà, on assume notre rôle, on veut les freiner, on veut faire ralentir le calendrier, parce qu'ils ont décidé de passer... dans un calendrier hyper serré, une réforme structurelle fondamentale. Voilà. Et en plus de ça, avec des éléments qui seront décidés après. Une fois qu'on aura voté, on saura comment ils rempliront ces ordonnances. Et on va y venir tout à l'heure, ce n'est pas des détails, vous allez voir. Bon. Donc, on a décidé de les freiner. Mais on ne les freine pas n'importe comment. On pose des arguments de fond. Et si vous avez écouté ce week-end, il y a plein de gens qui nous écoutent, je peux vous assurer. Oui. Tout d'un coup, par exemple, hier, moi j'étais toute la journée, on a montré que quand il décide d'abaisser la cotisation employeur de l'État, excusez-moi des choses techniques, mais je sais que vous suivez. 75% à 38. Voilà. Ah non, pas du tout. La cotisation employeur de l'État, il la baisse de 74% à 17%. Le delta, c'est 42 milliards. Et quand tout d'un coup, vous leur dites, vous créez un déficit de 42 milliards, et bien alors là, bouche bée. Parce que ça, ils comptent le faire par ordonnance. Moi, je suis à la commission des finances, je vais vous dire, il n'y a pas un seul commissaire des finances qui accepterait qu'on lui explique que 42 milliards qui vont être gérés, on ne sait pas très bien comment, compensés, on ne sait pas très bien, ça va dépendre d'ordonnance et non pas du vote du Parlement. Donc voilà ce qu'ils sont en train de nous inventer. Et ça, c'est ce week-end, avec nos amendements, qu'on le révèle. Alors, en effet, aujourd'hui, le taux de cotisation de l'État employeur, c'est 74%. Il faudrait qu'on arrive tous à 28%.
Donc il y a un petit peu moins à trouver, mais il y a quand même beaucoup d'argent à trouver. Vous avez raison. On parlera du contenu de la réforme. Mais sur votre stratégie à vous, écoutez ce que dit Nicolas Turquois. Vous connaissez, c'est un de vos collègues, député du Modem. Alors, il dit, vous l'avez en face de vous, là vous allez l'écouter, il dit en substance, s'adressant à vous, pas particulièrement personnellement, mais à vous tous, députés La France Insoumise, nous ratons une bonne occasion d'examiner le fond de ce texte. La Commission perd son temps avec un formalisme inutile. Nous aurions eu largement le temps d'examiner l'intégralité du texte s'il n'y avait pas eu les 19 000 amendements de La France Insoumise, qui sont là pour faire de l'enlisement parlementaire. Vous essayez de noyer le sujet au sein d'une contestation puissante et bruyante. Donnons aux assemblées leur véritable rôle, celui de débattre sur le fond des sujets et pas de supprimer amendement alinéa par alinéa. Vos adversaires disent que vous avez même voté. Il a du toupet quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement qui décide donc. Rappelez-vous du cadre. Qui décide d'imposer une loi à l'Assemblée nationale dont une grande partie de cette loi, on ne sait pas encore de quoi elle sera composée. C'est pour ça que le Conseil d'État l'a critiqué en disant qu'il y a 29 ordonnances, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui décideront après de certaines choses, dont par exemple cette babiole des 42 milliards dont je viens de vous parler. Il y en a d'autres. Hein. Bon. Donc déjà, d'un point de vue démocratique, c'est quand même un peu étonnant. On nous dit, vous allez pouvoir parler, faire une loi, puis on décidera après ce qu'on met dedans. Deuxièmement, il y a une commission, il y a une conférence des financements qui finira en avril. Oui. Théoriquement, nous n'arrête pas de nous dire, on va se concerter, elle va être importante. Ah bon ? Et donc, on est en train de voter une loi sans savoir ce qui va en sortir, ce qui va être proposé. Mais de quoi on se fiche ? Alors, tout d'un coup, ce monsieur nous dit, vous vous rendez compte, vous ne nous permettez pas de discuter. Mais discuter sur quoi ? Sur un ensemble d'ordonnances ou de décrets ? Oui, sur le principe. Tout ça, attendez, ils sont en train de contourner l'Assemblée nationale, comme ils le font souvent, dans des conditions absolument incroyables, avec une loi... Vous connaissez mon point de vue, on va en parler. Allez, je pense que c'est une régression sociale terrible, mais en plus de ça, et là tout le monde est en train de le dire, y compris un de leurs économistes qui était un des inspirateurs de la loi, qui a fait une tribune il n'y a pas longtemps Le Monde, voilà. Elle est mal fichue en plus, elle est pleine de trous. Et on voit les députés en face de nous, ils écoutent nos arguments, au bout d'un moment, on les voit à leur tête, ils sont en train de se rendre compte eux-mêmes de certaines choses qui étaient dans la loi et qui sont absolument incroyables. Donc, qui ne nous parlent pas de démocratie. Fondamentalement, vous pensez que c'est vraiment votre rôle de discuter de ça ? Les syndicats pensent que c'est le leur. Non, les syndicats disent pas ça. Les syndicats disent c'est le paritarisme. Oui, mais je vais y venir. Écoutez ce que dit d'ailleurs le patron, M. Martinez. Oui, il a raison, il dit exactement, je reprends la formule, c'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des cotisants. Il a tout à fait raison. Donc, je suis d'accord avec lui. Vous êtes attaché à l'idée du paritarisme en France. Non, mais c'est pas le paritarisme. Moi, je défends le fait que ce soit les représentants des travailleurs. Je sais pas trop ce qu'est venu faire au fur et à mesure le patronat là-dedans, mais admettons. Je suis d'accord avec ça, mais par contre, il ne contredit pas autre chose. C'est qu'il y a des lois qui fixent des règles, et puis à un moment donné, les cotisations, tout ça, c'est géré par les partenaires sociaux, bien sûr. Mais avec la loi qu'on va voter là, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Pourquoi ? Parce que on va fixer la valeur du point sur des règles d'or définies. D'accord ? Un peu comme, vous savez, la règle d'or européenne qui nous dit au Parlement français « Attention, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne dépassez pas 3% de déficit. » Donc c'est un travail cadré. Eh bien, on va faire pareil pour les retraites. C'est pas une bonne idée d'équilibrer le système ? Non. Non. Je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée d'équilibrer le système. D'assurer la retraite de ceux qui viendront ? Je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée d'équilibrer le système à l'instant T. Non, sur 5 ans. Oui, voire sur 10. C'est pareil. Voire sur 10. Non, ce qui est proposé, c'est ça. Oui, mais vous savez comment que ça va glisser jusqu'à 10. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'encore une fois, d'abord, attention, aujourd'hui, ce système n'est pas déficitaire. Oui, à ce jour, oui. Bon, d'accord, il le sera un peu en 2027. Et alors là, très franchement, c'est 3 fois rien par rapport au déficit qui s'apprête avec leur réforme à créer. Bon. Donc, ce système n'est pas déficitaire structurellement. Il est arrivé à certains moments économiques que, par exemple, il le soit plusieurs années. Je vous donne un exemple. Quand c'est arrivé ? En 2009, après la crise des subprimes, pendant plusieurs années, il a été déficitaire. Oui. Et fort heureusement. Parce que, figurez-vous que ce sont à ce moment-là les cotisations, la solidarité nationale, ce qui a permis la dépense publique, ce qui a permis à des retraités de ne pas sombrer, qui a tenu l'économie française qui, au niveau du marché privé, était en récession. Incontestablement. Et puis après, ça a été mieux et ça s'est rééquilibré. Donc ça ne doit pas être la règle
d'or qui fixe la question des retraites. Attendez, je vais préciser ma question, Éric Coquerel. L'équilibre budgétaire, c'est sur 5 ou 10 ans. On peut donc admettre qu'il y ait des trous dans la raquette. C'est ce que vous évoquez. 2008, une crise. Heureusement qu'on a eu des retraités qui avaient des pensions parce que ça a alimenté le marché intérieur. Ils sont 17 millions en France et c'est vrai que ça compte, c'est des consommateurs. Mais quand même, ne pas avoir la contrainte budgétaire, la règle d'or à l'esprit, c'est quand même prendre un dividende sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur ceux qui ne sont pas nés. C'est repousser la dette un peu plus loin. Mais non. Et pourquoi? Non. Parce que, attendez, il y a deux. Dans la problématique de la règle d'or, il y a deux, en réalité, cadres qui sont donnés. Il y a ce qu'ils appellent la question de ces déficits structurels, donc ils imposent de manière très néolibérale. Et la deuxième, ce qu'ils appellent ne pas augmenter le coût du travail. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est qu'il ne faut pas revenir, par exemple, ne pas décider, c'est un choix qu'on peut faire, d'augmenter d'1% des cotisations. D'accord? Ça peut être un choix. Jusqu'à maintenant, on essayait de mettre les leviers. Là, on ne pourra plus le faire. Bon. Et ça, c'est les partenaires sociaux, à un moment donné, qui peuvent décider de ça. Autre exemple, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 52 milliards d'exonérations sociales qui sévissent dans ce pays, dont une partie pénalise les retraites? Que s'il n'y avait pas toutes ces exonérations, il n'y aurait même pas de problème d'équilibre des retraites. Eh bien, je peux vous dire que dans leur langue libérale, ne pas augmenter le coût du travail, ça veut dire qu'on ne reviendra pas sur ces exonérations. Donc, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, qu'on fixe au nom d'une orthodoxie libérale ce que vont être les retraites. On doit pouvoir choisir, un État, un pays, doit pouvoir choisir combien il met dans les retraites, au lieu de se voir imposer ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils le disent en plus. Ils veulent que ça ne dépasse pas 13% du PIB, alors qu'il y a 20% de retraités puisque vous parliez d'Antoine, ça doit être des choix économiques possibles. Vous parliez de Piketty et Bozio tout à l'heure. Ils ont fait un petit calcul. C'est pas les seuls d'ailleurs. Ils ont fait un petit calcul. Si on n'avait pas réalisé toutes les réformes paramétriques des retraites qu'on a fait depuis Balladur, depuis 1995, le poids des retraites dans le PIB aujourd'hui serait de 21%. Est-ce que vous vous rendez compte que nous marcherions autour de 20%? C'est pas au dixième près. Nous, je vous le dis, on pense qu'il doit atteindre 17. Bon, mais vous vous rendez compte des semelles de plomb que vous vous mettez? C'est-à-dire que à chaque fois que vous donnez un peu plus aux anciens, et ils le méritent, hein. Attendez, je ne veux pas leur enlever, hein. Non, vous enlevez aux politiques orientés vers les jeunes, vers l'avenir. Mais non, je vous explique comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, vous avez une richesse nationale qui ne cesse d'augmenter. La part du gâteau, vous l'entendre dire. C'est clair. La part du gâteau ne cesse d'augmenter. Bravo. D'accord. Qu'est-ce qui se passe par rapport à il y a une trentaine d'années, quand on a décidé de partir à 60 ans avec 37,5 d'années de cotisation? Est-ce que, quelque part, cette richesse a diminué? Non. Est-ce que la productivité a augmenté? Oui, chaque travailleur produit beaucoup plus. Donc, où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Le problème, c'est qu'il est parti des poches du travail vers la poche d'un profit, et d'un profit non utilisé pour la richesse naturelle, spéculatif et autres. Donc, tout l'objectif pour arriver à faire ce que je dis, sans que ça, comme vous dites, sans que ça appauvrisse l'ensemble des Français, c'est de faire en sorte d'aller rechercher une part de cette plus-value qui part dans les profits à peu près à hauteur de 150 milliards de plus par an par rapport à il y a 30 ans, et de le remettre dans le travail, de manière générale, et dans la part socialisée du travail qui sert notamment aux retraites. Voilà l'enjeu. Et comment on fait? Je vous réponds, parce que ça serait trop simple de le dire en théorie, on crée de l'emploi. Créer de l'emploi, ça ne rapporte pas seulement le fait de toucher, d'avoir un travail. Vous voulez contraindre les entreprises à créer des emplois? Non. Nous, on est pour revenir sur la question du temps de travail. On est pour créer des emplois de fonctionnaires. On pense que c'est idiot c'est idiot. Ah, bien sûr que si, ça a marché les 35 heures. Vous rigolez? Les 35 heures, ça alourdit les 35 heures ont créé des centaines de milliers d'emplois. Et ça a été tellement vrai qu'il y a eu une cagnotte. Il y a une cagnotte à la fin des années Jospin qui existait, qui était la cagnotte qui, justement, a permis, avec ces créations d'emplois, de mettre beaucoup d'argent dans les caisses de cotisation, parce qu'un emploi créé, c'est de la cotisation. Nous, on est pour créer de l'emploi, on est pour répartir le travail, d'arrêter ces exonérations, 52 milliards, et d'égaliser les salaires hommes-femmes. Parce que rien que ça, figurez-vous, vous créez vous mettez des milliards d'euros dans les cotisations. Entre 6 et 8 milliards d'euros, dit Philippe Martinez. Il admet aussi quelque chose qui me paraît... J'ai l'impression qu'il vous plaît. Ouais. Ah, bah oui, quand il dit ça, oui, bien sûr. Et il dit quelque chose, en revanche, qui me paraît
être un élément d'autocritique que je trouve extrêmement courageux. Il dit à La Croix, au journal La Croix, vous verrez son entretien demain matin dans le journal, « Nous nous sommes intéressés à ceux qui avaient un contrat de travail. Or, de plus en plus de travailleurs n'en ont pas. Nous sommes parfois un peu trop dogmatiques. » Et ce que je crains, finalement, c'est que vous vous appauvrissiez avec cette guerre de tranchées. Vous n'avez pas l'impression que, finalement, vous allez passer un peu pour la mouche du coche, que vous passez pour des gens qui font de l'obstruction. Alors, c'est l'insoumission version Notre-Dame-des-Landes, comme vous dites, mais ce n'est pas une insoumission qui porte véritablement sur le contenu. Vous allez en payer le prix, ça ? Non, encore une fois, nos amendements sont sur le contenu. Non, mais attendez, on est dans un moment d'un choix de société. Ils le disent eux-mêmes, ils changent structurellement notre système. Avec le système qu'ils vont mettre en place, on partira non pas à 64, mais à 65, 66, 67 ans. Hier, M. Turquois, que vous avez vu, M. Turquois a dit une phrase incroyable avant-hier. Il a dit « Nous voulons que les gens vieillissent bien au travail ». Eh bien, nous, on pense qu'à un moment donné, les gens, ils ont le droit de vieillir bien en dehors du travail. Et c'est tout un choix de société qu'on met en place, auquel on s'oppose, qui est celui des marcheurs aujourd'hui. Merci. Merci, Éric Coqual. Vous repartez là-bas ? Non, pas là. Bon, très bien. Bonne soirée. Merci à vous. Merci.